Parmi les scènes qui apparaissent régulièrement dans les tombes de l'élite égyptienne antique, figure la parade des animaux qui permet à un riche particulier ou à une institution d'insister sur le grand nombre des animaux qu'il ou elle possède. Systématiquement apparaissent les bœufs. Ils sont souvent adjointes les chèvres, en troisième place les moutons, en quatrième place arrivent les ânes que vous voyez ici. Quant aux cochons, il est très rare qu'ils soient représentés. Tous ces animaux sont élevés d'abord dans un but alimentaire. Seul l'âne n'est pas élevé en premier lieu pour sa viande, en témoigne sa très faible présence dans les zones de déchets, mais pour sa force de travail. En effet, il constitue, avec le bœuf, la principale force animale utilisée dans la société égyptienne. Dans ce domaine, il n'est concurrencé ni par le cheval, qui est introduit vers le XVIIe siècle avant Jésus-Christ en Égypte, mais qui reste réservé à une utilisation militaire, ni par le dromadaire domestique, qui n'arrive pas en Égypte avant le 7e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, il n'est pas facile d'appréhender toute la diversité des utilisations de l'âne, car les sources disponibles, essentiellement iconographiques et textuelles, tendent à surreprésenter certaines fonctions, mais à ne quasiment jamais montrer les autres. Dans cette communication, je chercherai donc à montrer ce que l'ensemble des sources peuvent renseigner sur les diverses fonctions de l'âne sur une période donnée, l'époque ramesside. C'est une période qui correspond à la fin du Nouvel Empire, plus précisément la 19e dynastie marquée par le règne de Ramsès II, et la 20e dynastie où la plupart des rois se sont nommés d'après leurs illustres prédécesseurs. Je chercherai en parallèle à montrer selon quelle logique certains emplois de l'âne ont pu être privilégiés dans les documents par rapport à d'autres. Alors, je traiterai exclusivement des fonctions de l'âne comme force de travail. Je ne parlerai pas de l'utilisation de sa chair ou d'éléments corporels ou des produits prélevés sur l'animal vivant ou mort. Je parlerai de son rôle agricole, moins représenté qu'autrefois, de son emploi comme bête de somme, qui reste sa fonction principale, et enfin de la question de son rôle dans le transport de personnes, difficile à prouver dans l'état actuel de notre documentation. Donc, premièrement, au Nouvel Empire, et notamment à l'époque ramesside, les représentations de l'âne associées à la récolte diminuent fortement par rapport aux périodes précédentes. En effet, à l'Ancien Empire, dans les tombes privées, les ânes apparaissaient régulièrement dans les scènes représentant la récolte de céréales au sein de 3 étapes. Premièrement, le transport de la récolte vers l'aire de dépiquage. Deuxièmement, le retour vers le champ avec les sacs vidés pour les remplir. Plusieurs groupes font visiblement la navette en même temps. Et troisièmement, le dépiquage, qui pouvait aussi parfois être assuré par des bovins ou des moutons. Or, au Nouvel Empire, ce rôle des ânes dans l'agriculture est beaucoup moins représenté. Ils disparaissent des scènes de dépiquage. À partir du Moyen Empire, ils sont progressivement remplacés par des bovins, et au Nouvel Empire, ce ne sont plus que ces animaux qui assurent le dépiquage. Vous en avez un exemple dans la tombe thébaine numéro 16, qui date de Ramsès II, et vous pouvez voir au registre inférieur que ce sont des bovins qui assurent le piétinement des épis. Seul le transport par l'âne est encore montré, et plus rarement. Je n'ai relevé que 4 tombes de l'époque ramesside, toutes de la région thébaine. De plus, les artistes ne les représentent plus en troupeau, on ne voit plus que 1 ou 2 ânes. Et enfin, le thème du retour des ânes avec les sacs vides a aussi disparu après le Moyen Empire. Donc le rôle des ânes dans la récolte est beaucoup moins représenté qu'auparavant. Quant à son rôle au moment des semailles, il reste difficile à prouver. En effet, en Égypte, il n'y a presque aucune représentation ou mention d'âne tirant l'arère. Cette fonction serait, toujours d'après les images provenant des tombes, réservée aux bovins. D'après l'égyptologue Juan Carlos Moreno Garcia, cette préférence iconographique serait due à des raisons idéologiques. En effet, seules les élites peuvent entretenir des bœufs, donc montrer ces animaux serait un signe de prospérité, une marque de statut. Mais on peut se demander, au moins pour les classes inférieures, si elles n'ont pas pu utiliser des ânes quand elles n'avaient pas accès aux bovins et avaient besoin de labourer leurs terres. On a tout de même, dans les périodes précédant l'époque ramesside, quelques indices. Je dois parler plus fort ? Ça va être dur. Donc, on a quand même quelques indices de l'utilisation de l'âne pour tirer l'arère. La seule représentation que l'on a date de la première période intermédiaire, et ce cas est même si unique que l'identification des animaux comme des ânes est parfois niée. Je pense toutefois qu'il s'agit bien d'une paire d'ânes,
Par exemple, si on regarde la photo, vous pouvez voir que ce ne sont pas des cornes, mais bien des oreilles, parce qu'on voit le blanc à l'intérieur des oreilles. Donc je pense qu'il s'agit bien de 2 ânes, plus précisément de 2 ânesses, étant donné la présence de l'ânon. Par ailleurs, nous avons au moins 2 textes où le mot « héter », qui peut désigner un attelage, est déterminé non pas par l'idéogramme du bœuf, comme c'est généralement le cas, mais par celui de l'âne. Par exemple, dans la prophétie de Néferti, qui est un texte littéraire de la XVIIIe dynastie, donc un peu avant l'époque ramesside, on a le mot « héter » qui est déterminé par la peau du mammifère, mais aussi par l'idéogramme de l'animal de Seth, qui peut être interchangeable avec celui de l'âne à cette époque. Donc dans ce texte, il semblerait bien que l'arère soit tiré par 1 ou 2 ânes. Mais qu'avons-nous pour l'époque ramesside ? On peut se tourner vers la grande documentation de Deir el-Médineh, le village des artisans de la vallée des rois. Dans ce nombre impressionnant d'ostracas que le village a livrés, dont une partie seulement est publiée à ce jour, on a environ 150 ostracas qui parlent de location d'ânes entre les habitants. Ils sont la plupart du temps loués pour leur bas coût, ce qu'on traduit généralement par travail, mais 4 d'entre eux précisent qu'ils sont destinés au séca. Par exemple, dans le numéro 624, vous voyez qu'il y a un porteur d'eau loue un âne d'abord pour son bas coût, mais plus tard, il va le reprendre pour séca. Alors, ce verbe séca, il figure depuis l'Ancien Empire dans les légendes au-dessus des scènes de labour dans les tombes. On le traduisait donc traditionnellement par labourer, mais plusieurs chercheurs ont montré qu'il a peut-être un sens plus large de mettre en culture ou même cultiver. Donc ces ânes de Deir el-Médineh, loués pour séca, ils ont peut-être été utilisés pour des activités agricoles, mais lors des semailles ou lors de la récolte. Si on regarde les dates indiquées, et malheureusement elles ne sont pas toujours conservées, ces locations ont plutôt lieu pendant la saison de Pérette, qui correspond à celle des semailles après la crue estivale du Nil. Donc, même si on ne peut pas être certain, on a plutôt l'impression que ces ânes sont utilisés effectivement pour la préparation des sols. En tout cas, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, j'aurais plutôt tendance à penser que les ânes ont bien pu servir au labour, au moins pour les familles qui n'avaient pas les moyens de posséder ou louer des bœufs. Donc, on a un rôle de l'âne pour la préparation des sols lors des semailles possible. Pour la récolte, on a vu qu'il est représenté dans les scènes de dépiquage par le bovin, mais il est difficile de dire si ce changement de programme iconographique reflète un changement de réalité ou un changement de décorum. On a vu comment les élites préfèrent représenter le labour par des bovins. Peut-être cette préférence s'est-elle tout simplement étendue au dépiquage. La seule fonction agricole encore représentée, c'est le transport de la récolte, et ce n'est pas étonnant puisque l'âne est avant tout une bête de somme. C'est une bête de somme efficace qui peut transporter jusqu'à plus d'une centaine de kilos pendant un jour, et il marche plus vite et plus longtemps que les bœufs. Il peut donc être employé pour le transport de biens sur toutes les échelles, à la place de l'homme, qui reste, si je puis dire, la bête de somme la plus commune. À l'échelle locale, on l'a vu, c'est essentiellement la récolte de céréales qui est représentée. On a vu la tombe Thébène 16. Si on regarde le détail et les couleurs, on peut voir le tapis qui protège le dos de l'âne et un double panier. Chaque flanc de l'âne est occupé par un large panier d'épis. Et on peut voir aussi le harnachement avec la bricole autour du cou, le culeron ou la valoir derrière, et puis on peut supposer au moins une sangle sous-ventrière, mais qui n'est pas visible à cause du sac. On a 3 autres tombes d'époque ramesside qui représentent le transport de la récolte. Elles sont moins bien conservées, mais on peut quand même observer des petites variations. Ici, par exemple, dans la tombe de Nartamon, on retrouve le double panier avec la bricole, mais on voit en plus des cordes qui sont là pour maintenir le sommet de la charge, et un personnage s'assure avec une main que l'équilibre reste. Dans la tombe de Hatiyai, on voit aussi le double panier. On voit aussi le double panier et la main stabilisatrice. Et ici, on voit même le transport de lin avec une gerbe, la gerbe de lin portée par l'âne. Mais on n'a quasiment pas de représentation d'ânes transportant des biens en dehors de la récolte. Et le seul exemple en dehors de la récolte, eh bien malheureusement, on n'a que la tête de l'âne, on ne sait pas ce qu'il transporte, sur un quai visiblement. Mais il est certain que sa charge avant tout, c'était le transport, puisque son nom, AA, sert aussi à
à mesurer une quantité ou un volume de biens pondéreux. On a par exemple dans le papyrus Salier 1 la phrase « J'enregistre les charges d'âne », enfin littéralement les ânes de céréales récoltées chaque jour, mais on comprend bien que c'est une manière de mesurer la quantité. Et ici, on a 400 charges d'âne en céréales. Et je vous montre ici le tableau qui permet de voir que si on prend en compte toutes les mentions de cette mesure AA, eh bien, il y a beaucoup de types de biens qui ne sont pas montrés dans les tombes ou mentionnés explicitement dans les textes, comme l'eau ou le crottin. Pour ce qui est des trajets de longue distance, on les voit dès l'Ancien Empire dans les expéditions, au nombre de plusieurs centaines. Bon, dans les scènes, on voit surtout des sacs. Par exemple, dans le campement de Ramsès II à Kadesh, vous les voyez déchargés de leurs bisacs. Mais ce sont donc plutôt les textes qui vont montrer ce qu'ils portent. Ça va être rapidement l'équipement, la nourriture et l'eau, les produits des opérations. Ah, il y a eu un problème de translittération, je m'en excuse. Et ainsi, il sert à remplacer ou assister l'homme dans le transport des produits en vrac sur toutes les échelles. Mais dans quelle mesure pouvait-il transporter l'homme lui-même? C'est un point débattu, parce qu'on n'a aucune représentation quasiment d'Égyptiens montant un âne. Cette pratique n'est représentée pratiquement que pour des personnages du Proche-Orient, comme si c'était une marque d'identité culturelle. Et pour les rares cas d'Égyptiens, je passe sur la stèle du Djebel Barkal, pour les Égyptiens, on a plutôt l'impression que les Égyptiens peuvent monter des ânes dans des situations de détresse, comme ce soldat qui est épuisé, ne peut plus se porter lui-même, et qui est donc ramené sur son âne. On a tout de même une mention de transport par âne de fonctionnaires qui semble normale lors d'une expédition vers des carrières de cuivre, où certains des émissaires du roi sont portés sur leurs ânes. Et là, ça semble tout à fait normal et non pas dégradant ou risible. Donc je pense que l'âne était effectivement utilisé comme monture, mais que les élites se montraient peu souvent dans cette posture qui devait être considérée comme peu noble. J'ai combien de temps? Tu peux y aller. 5 minutes. 5 minutes encore. Ah, 5 minutes encore? Oui. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des questions derrière. Ah, d'accord. D'accord. Donc, mais j'arrive à ma dernière sous-partie. Donc l'âne, a priori, pouvait servir de monture, mais pouvait-il tirer des chars? Et là aussi, on est embêté parce qu'on a très peu de mentions de cette utilisation. Donc, je rappelle que le char, c'est une technologie introduite en même temps que le cheval durant la deuxième période intermédiaire, donc 17e, 16e siècle, en Égypte. Et on n'a que 2 documents qui associent des ânes à des véhicules à roues. Donc on a une ânesse de char qui coûte 3 débènes d'argent et des ânes de char qui sont dans le champ. Et le problème, c'est que les 2 termes utilisés, Ourérit et Merkébet, sont polysémiques. Ils peuvent désigner aussi bien un char de guerre qu'un chariot servant à transporter des biens en contexte civil. Et donc il n'est pas possible ici de savoir si ces ânes de char transportent des personnes, dans des contextes guerriers peut-être, ou transportent encore une fois des biens, mais en les tirant sur des véhicules à roues. On peut toutefois remarquer qu'on dirait, d'après la façon dont c'est formulé, que ce sont des catégories précises d'ânes élevés pour tirer des chars. Et si le prix est bien lu, eh bien, il est extrêmement élevé. Il correspond à 10 fois le prix d'un âne habituel. Et du coup, il a parfois été supposé qu'il pouvait s'agir d'une mule, ce qui expliquerait ce prix élevé. Mais malheureusement, l'existence et l'utilisation de mules en Égypte ancienne ne sont pour l'instant pas prouvées. On peut toutefois franchir un pas supplémentaire en rapprochant ces ânes de char qui sont dans le champ à ces équidés que vous voyez au registre inférieur, assez curieux, qui tirent un char et qu'on ne voit que dans quelques tombes de la XVIIIe dynastie. Bon, ils n'ont pas l'apparence de mules, ils ont grosso modo, l'artiste a mis un corps d'âne et une tête de cheval dessus. Mais étant donné que ces équidés sont très difficiles à identifier, je me demande si l'artiste, peu familier avec les hybrides, n'a pas voulu les représenter de mémoire et s'est permis quelques libertés. Mais j'accueillerai volontiers toute proposition d'identification qui pourra m'être soumise. Donc, en conclusion, nous avons vu que que les sources sont très inégales quant aux fonctions de l'âne à l'époque ramesside, avec, dans les tombes, quasiment seulement le transport local des céréales et celui des produits d'expédition. Et il faut voir des documents issus de contextes non officiels pour voir d'autres emplois. Selon quelle logique, donc, les fonctions de l'âne sont-elles, selon les cas, représentées ou mises en retrait?
L'hypothèse qui est ressortie le plus souvent, et celle que je propose à présent, c'est qu'à chaque fois, on a choisi l'alternative la plus à même de mettre en relief le haut statut des membres de l'élite. Pour le labour et le dépiquage, les ânes et les bovins pouvaient être utilisés, mais les bovins sont plus coûteux, donc plus prestigieux. Pour les moyens de locomotion, c'est le char tiré par les chevaux qui est le plus prestigieux, donc c'est plutôt celui-là qu'on va représenter. Mais pour le transport, l'âne est l'animal de bas le plus efficace, et c'est donc lui qu'on va montrer pour insister sur l'abondance de denrées précieuses qui arrivent chez un particulier ou grâce à lui. Et pour finir, l'âne occupe ainsi une place importante dans l'univers concret et mental des Égyptiens de l'époque ramesside, et notamment son rôle dans le transport peut être invoqué jusque dans le monde divin. Et par exemple, dans une tombe d'un artisan de Deir el-Médine, ce dernier a rendu à l'animal un bel hommage en montrant 2 ânesses portant une charge qui n'est ni plus ni moins que le soleil levant. Et c'est sur cette image poétique que je vous remercie pour votre attention.